Merci beaucoup. On a un débat sur un projet de loi de finances rectificative de milieu d'année. Mais de ce que l'on comprend des auditions, c'est que le projet de loi de finances rectificative aurait certes permis, comme vous l'avez dit, d'avoir une fiscalité rétroactive sur 2024, sur les deux objets que vous avez évoqués, mais qui aurait pu être mis en place de façon rétroactive dans le budget 2025. Et par ailleurs, on comprend et on sent bien que les annulations de crédits auxquelles il a été procédé étaient d'une ampleur inédite et très importante. Dans ces conditions, est-ce que vous partagez l'analyse de Bruno Le Maire qui, lui, dit clairement le projet de loi de finances rectificative aurait permis de remettre la question des finances publiques au centre du débat, et c'était là, dans le fond, son utilité première? Peut-être deux éléments. Le premier, en effet, nous, l'instruction qui a été conduite à Bercy et par les services, c'était s'il n'y avait pas de PLFR, est-ce qu'on pouvait quand même avoir des mesures en recettes sur l'année 2024 ? Et donc, on a bâti, je veux dire, des articles à insérer dans le projet de loi de finances pour 2025, rétroactifs sur deux volets, rachat d'actions et énergéticiens. Et l'analyse était qu'on pouvait du coup garder les mesures recettes d'un éventuel PLFR en PLF 2025 s'il n'y avait pas de PLFR. Moi, je pense qu'un projet de loi de finances rectificatif, par construction, il permet d'avoir un débat politique. Il permet d'avoir un débat au-delà d'ailleurs de l'enceinte du Parlement. Est-ce qu'il garantit le fait qu'on atteigne nos résultats? Je n'en suis pas certain non plus. On a fait un autre choix en disant pour atteindre 5,1, il y avait deux grandes options, PLFR ou pas de PLFR avec des mesures réglementaires, des mesures rétroactives. Moi, je trouve que le plus important, c'est de se dire garantissant au fond qu'on arrive à atteindre le 5,1%. Et on voyait bien aussi toutes les difficultés d'un PLFR, et d'ailleurs que nous avons rencontré il y a de cela encore quelques jours au sein de l'Assemblée. À quel point c'est très difficile de faire des économies. Il n'y a pas de majorité pour faire des économies. Merci beaucoup. Deux dernières questions. Est-ce que vous avez le sentiment que la hausse des reports de crédit très importante ces dernières années depuis la crise sanitaire a pu perturber la gestion infra-annuelle et pluriannuelle du budget de l'État? Et deuxièmement, à quel moment vous avez acquis la certitude selon laquelle l'effet base des recettes 2023 aurait un effet mécanique sur 2024? Alors, sur l'effet base 24 de la perte de recettes fin d'année 2023, on a commencé à la voir à partir de mi-février, quand c'est les budgets économiques d'hiver qui, pour la première fois, pour ça qu'à partir de la fin d'année 2023, on ne peut pas modifier le PLF, commence à mesurer les estimations sur 2024. Donc là, à partir de cet exercice très classique, on commence à avoir des éléments à intégrer. Deuxième élément, sur les reports de crédit. Depuis la crise du Covid, ils ont été très importants. Ils ont baissé chaque année, les reports. Et je pense que c'est bien qu'ils baissent chaque année. Je ne pense pas qu'on puisse vivre avec un modèle sans report, parce que des fois, ça incite, y compris les administrations, à tout dépenser en fin d'année, donc ce n'est pas nécessairement vertueux. Mais par contre, il faut qu'on sorte de ce monde avec des reports très importants. Et d'ailleurs, ils baissent chaque année. En revanche, monsieur le rapporteur, ça ne nous a pas empêché de tenir la dépense de l'État. Puisqu'en 2023, je le redis, en 2024, nous allons dépenser moins que ce qui était prévu dans les textes financiers initiaux. Donc, malgré, je veux dire, l'importance des reports, on tient la dépense de l'État. Mais je partage votre avis sur la nécessité progressivement de réduire ce qui est un effet, là aussi, de la crise, et donc on est en train de la digérer progressivement. Par exemple, les crédits qui sont reportés au titre des plans de relance, ce sont des crédits qui viennent gonfler les reports d'une année sur l'autre, par exemple. Et donc, il faut pouvoir progressivement les recantonner à un montant plus raisonnable. J'ai une petite relance par rapport aux questions que vous a posées Mathieu Lefebvre. C'est en reprenant le cheminement de la réflexion sur l'article 23 et puis l'estimation malgré tout pour les collectivités territoriales à la question est-ce que quelque part c'était pas surestimé à partir du moment où il n'y avait pas l'article 23. Moi je me souviens très bien des débats sur la LPFP. Et notamment le fait qu'il n'y a pas seulement des institutions, mais il y a aussi pas mal de députés ici présents qui estimaient que les chiffres
ne correspondait pas, n'était pas plausible, n'était pas crédible en gros. Et on était plusieurs à le souligner. Bon. Et donc ma question c'est, est-ce qu'on ne peut pas aussi supposer, ou en tout cas est-ce que vous concevez que la question peut vous être posée, qu'à ce moment-là, dans les chiffres qui ont été mis, il s'agissait plus de rendre présentable un budget, y compris des estimations budgétaires pour les années à venir, notamment par rapport à Bruxelles, parce que c'est aussi une des questions, que d'établir quelque chose auquel, en réalité, à ce moment-là, vous aviez suffisamment de probabilités pour les estimer exactes. Autrement dit, quand vous les sortez, quelles sont vos interrogations sur les chiffres que vous mettez sur la table? Est-ce que c'est juste de la naïveté ou est-ce que c'est aussi une estimation politique pour la suite et de rendre plus présentable votre budget? Non, ça je l'ai dit. Autant, Monsieur le Président, je vous ai dit, quand vous avez des éléments techniques, vous avez des éléments techniques et j'essaie de vous les présenter. Autant sur les efforts partagés, la contribution des collectivités territoriales. Pas que des collectivités. Oui, mais je reviens sur. Étaient contestés, non, mais je reviens sur, parce que vous faites référence, votre accroche à l'article 23 de la LPFP, mécanisme de coercition entre guillemets des collectivités. Mais je trouve que c'est un bon exemple sur les collectivités. Vous dites, bah, on est très loin de l'estimation, mais ça, c'était un choix politique de dire, il faut des efforts partagés, et c'est une manière de faire contribuer de manière mesurée les collectivités en leur demandant de ralentir la croissance de la dépense. Je le dis donc, ça c'est un choix politique d'une certaine manière, et je pense assumer en disant voilà, et on pense que c'est le bon chemin, et donc moi j'assume que dans cette hypothèse-là, c'est très différent d'un sous-jacent, d'un impôt et d'un montant de recettes qui là obéit à des approches très techniques. Là, il y a une dimension politique évidente qui, pour moi, venait s'inscrire dans une ligne qu'on a défendue, j'ai défendue, des efforts partagés auxquels les collectivités ne pouvaient pas s'abstraire. Oui, mais une PFP,